Bonsoir à tous, éclairage dans Église du Monde sur le plus petit État européen, Malte, en pleine crise politique, après des accusations d'ingérence du chef du gouvernement dans l'enquête sur l'assassinat d'une journaliste. Nous en parlerons avec notre invité, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes. Et puis dans le reste de l'actu, nous aurons des nouvelles de Centrafrique. 1 an et demi après l'attaque contre des fidèles et un prêtre dans une église à Bangui, le curé de cette paroisse nous parlera du lent travail de réconciliation auprès des communautés. Et puis on parlera de dialogue interreligieux avec une rencontre qui s'est tenue ces jours-ci à Abu Dhabi. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur Malte. L'archipel de Malte, qui comprend 2 îles, Malte et Gozo, est situé au sud de la Sicile, à l'est de la Tunisie et au nord de la Libye. Il compte environ 450 000 habitants. C'est saint Paul qui aurait apporté le christianisme à Malte après avoir fait naufrage sur les côtes maltaises. Le catholicisme, largement répandu, est religion d'État depuis 1964. 40% des catholiques maltais sont pratiquants réguliers. C'est l'un des taux les plus élevés en Europe. Nous verrons comment le christianisme a forgé l'identité de ce pays et quel est son rôle dans la société aujourd'hui. Mais on reviendra aussi sur la crise politique qui secoue Malte et sur la situation migratoire, Malte étant l'une des portes d'entrée méditerranéennes vers l'Europe. On en parle avec notre invité. Patrick Martin-Genier, bonsoir. Merci de nous retrouver le temps de cette émission. Vous êtes spécialiste des questions européennes. Alors, on le voit depuis plusieurs semaines, Malte traverse une grave crise politique. Éclairez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui a conduit à cette situation ? C'est une crise, une des plus graves depuis l'indépendance de Malte, qui a commencé avec l'assassinat d'une journaliste d'investigation, Daphne Caruana Galizia, qui avait mis en évidence la corruption qui régnait au sein des sphères gouvernementales et politiques, c'est-à-dire une immixtion étroite entre les milieux d'affaires et le milieu politique. Elle était sur le point de découvrir un certain nombre de choses tout à fait gênantes pour le pouvoir politique. Comme quoi ? Eh bien, c'était ces liens entre les milieux financiers et les milieux politiques, d'une sorte de corruption en fait, institutionnel, dans lequel était mêlé le directeur de cabinet de Joseph Muscat, alors Premier ministre. Et tout cela était extrêmement gênant. Et il a été décidé sa mise à mort, notamment par des milieux d'affaires. Et aujourd'hui, le procès est en cours. Cela a complètement ébranlé à la fois la société maltaise, on n'était pas habitué à une telle violence, mais également la société politique. C'est un petit État, vous l'avez rappelé, le plus petit État de l'Union européenne. C'est un État en général qui est quand même classé parmi les plus grands, enfin, États les plus démocratiques qui soit, mais on s'est aperçu d'une faille sur cette corruption et que le milieu politique, eh bien, n'était pas exempt naturellement de corruption, de liens très étroits entre ce qu'il faut bien appeler la mafia et le milieu politique, notamment pour les financements des partis politiques également. Et tout cela a conduit cette journaliste à faire des investigations. Elle était sur le point de découvrir un certain nombre de choses et elle n'a pas eu de chance parce qu'elle disposait d'une protection policière rapprochée et celle-ci a été mise à terme à cette protection et c'est ce qui a permis au final l'assassinat de cette personne. Alors on l'a vu, des manifestations dans la rue depuis des jours. Voilà. Vous le dites, ça a complètement secoué ce pays qui n'était pas habitué à ce type de scénario. Non, pas du tout. Il n'avait jamais connu une telle crise politique de société, car même la société elle-même n'était pas habituée à cela. Il se trouvait que cette journaliste a même été insultée dans la rue parce que les partis politiques avaient le soutien plus globalement de la population. Et donc cela a ébranlé également sur le plan politique, car c'est l'entourage direct du Premier ministre, M. Muscat, qui était mis en cause et son directeur de cabinet a été obligé de démissionner et l'enquête a montré un lien entre cette personnalité politique et les milieux d'affaires. Vous savez que Malte, c'est le tourisme, c'est le service financier. Les services financiers, c'est 80% de la main-d'œuvre, des activités. Et donc, il y a des liens très importants entre les deux. Mais manifestement, eh bien, il y a également de la corruption et ça, on n'était pas au courant. Et donc, cette journaliste d'investigation était
sur le point de révéler cette affaire. Et donc ça a ébranlé la société, ça a ébranlé politiquement Malte, qui est une île tout de même, mais qui a une constitution. Et aujourd'hui, cela continue par une crise politique et constitutionnelle majeure, car on demande aujourd'hui pourquoi le président de la République a mis autant de temps à se défaire de son Premier ministre, alors que celui-ci ne souhaitait partir qu'au mois de janvier. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise à la fois de société, mais une crise politique, car au sein même du parti travailliste dont émane M. Muscat, il lui a été demandé de partir le plus rapidement possible, alors que celui-ci ne souhaitait partir qu'au mois de janvier. Alors elle a une résonance européenne aussi, cette crise ? Oui, bien sûr, elle a une résonance européenne parce qu'on s'est aperçu ces dernières années qu'il y avait une montée des problèmes de corruption, d'honnêteté, de financement des partis politiques. De manière plus globale ? De manière plus globale. Et de corruption aussi. Par exemple, lorsque vous regardez la Hongrie, il y a des soupçons de détournement d'argent public. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est également le cas, il y a de la corruption à Malte. Et donc, c'est un vrai problème. Et la Commission européenne exige naturellement des pays de l'Union européenne qu'ils soient complètement, étrangers à tous ces phénomènes de corruption. On peut également citer la Bulgarie, la Roumanie, beaucoup de dirigeants politiques. Alors on cite certains de ces pays, il ne faut pas stigmatiser uniquement les pays dits de l'Est européen, ou Malte, il y en a d'autres, de phénomènes de corruption, mais naturellement, ça ne fait pas partie des valeurs de l'Union européenne, et tout est fait aujourd'hui pour essayer de se débarrasser de ce phénomène, et la Commission sera extrêmement vigilante, en tout cas sur les fonds européens, pour que ces fonds soient utilisés de la meilleure façon qui soit et de la façon la plus honnête. Et quels sont les moyens d'action en dehors de ce fonds, la Commission européenne ? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? Ce qu'elle peut faire, c'est veiller à ce qu'il y ait une justice indépendante, parce que c'est à la justice de chacun des pays de veiller à l'honnêteté des responsables politiques. Il y a des pays dans lesquels... C'est pas le cas non plus à Malte, alors, c'est ce que vous dites oui, parce que la justice a été mise en cause, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas voulu faire éclaircir les circonstances de la lumière sur cette affaire, et aujourd'hui, on voit bien que cette justice essaye précisément de faire la lumière, et en ce moment même, on assiste à des sessions à la Cour et dans les juridictions maltaises pour essayer d'enquêter. Et on a eu le directeur de cabinet de M. Muscat, on a eu d'autres hommes d'affaires proches de M. Muscat qui ont été auditionnés, et donc ça, naturellement, conduira à un procès, et si ces gens-là sont reconnus de faits de corruption, cela pourra aller jusqu'à des peines de prison. Donc il faut avant tout une justice indépendante, et c'est un peu ce qu'on a reproché aujourd'hui à Malte, parce qu'il y a tout un système qui était un peu, obscur, et évidemment, ce qu'exige l'Union européenne, c'est qu'il y ait une justice complètement indépendante du pouvoir politique pour justement assurer une parfaite transparence des affaires publiques. Alors, dans un communiqué, les évêques de Malte ont appelé à ne pas exacerber les tensions. Donc, la parole d'Église, elle s'est invitée aussi dans cette crise. Oui, il faut dire que l'Église est très puissante à Malte, comme vous l'avez rappelé. C'est une religion d'État. Plus de 95% des Maltais sont catholiques. Énormément sont pratiquants. Et donc, elle a un rôle de temporisateur. Mais naturellement, l'Église, ce n'est pas le gouvernement. Il faut faire donc la différence entre la sphère religieuse, cultuelle, et la sphère politique et juridictionnelle. Donc, si, en effet, l'Église peut avoir un rôle pour temporiser tout cela, c'est à la justice d'éclaircir cette affaire et de faire la lumière sur ces affaires de corruption. Là où l'Église peut avoir un rôle, c'est de demander à la société de rester cohérente et non violente. Il y a eu une grande manifestation récemment pour exiger la démission du Premier ministre, et c'est une société pacifique naturellement, et l'Église est là pour veiller à ce que la société soit rassemblée. Alors on va parler d'un autre sujet préoccupant et brûlant pour Malte, c'est la situation des migrants, puisque Malte est l'une des portes d'entrée vers l'Europe. Quelle est aujourd'hui la situation concernant ces migrants ? On a vu des évolutions depuis la grande crise migratoire du milieu des années 2010. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Vous savez, les réfugiés continuent à arriver. Vous voyez la position géographique. C'est toujours plusieurs milliers qui arrivent. Et récemment encore, je regardais un reportage où on voit justement, suite à l'appel du pape pour que la société civile se mobilise, il y a un couple riche américain qui a dit le pape a lancé un appel et donc il faut sauver ces réfugiés. Et ce couple milliardaire avec un yacht a sauvé plus de 2000 personnes en Méditerranée.
Méditerranée. Donc c'est un phénomène qui s'est accentué lorsque Matteo Salvini est arrivé au pouvoir. Car avant, bien finalement, on passait directement du Maroc, de la Tunisie ou de Lampedusa en Italie, vers l'Italie, et on ne passait pas par Malte. À partir du moment où, c'était au mois de mars 2018, l'extrême droite est arrivée au pouvoir avec Matteo Salvini comme ministre de l'Intérieur, celui-ci, comme vous savez, a décidé de fermer ses ports, au mépris d'ailleurs de la Convention de Genève sur les réfugiés, et tout cela a dérivé vers Malte. Et Malte s'est trouvée au centre d'une situation tout à fait critique, où elle était obligée d'accueillir des réfugiés que l'Italie ne pouvait plus accueillir. Donc il y a eu plusieurs sommets, dont un à Malte d'ailleurs, avec les chefs d'État et de gouvernement. Et récemment, les ministres se sont réunis également au mois de septembre 2019 à Malte pour essayer de faire le point. Et l'objectif politique, c'est bien d'essayer de répartir des quotas de réfugiés, d'avoir un accord politique pour que certains autres pays, tels que la France, l'Allemagne, l'Espagne, acceptent de recueillir des réfugiés dès lors que Malte accueille sur son territoire ces réfugiés. Donc on en est là aujourd'hui, sachant que la question n'est pas du tout réglée. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la commission de Mme von der Leyen d'essayer d'avoir une vraie politique de l'asile et une vraie politique d'accueil. Nouvelle présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain, ces personnes qui arrivent sur les côtes maltaises, et comment elles sont accueillies, elles sont logées comment? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors il y a eu effectivement une réticence au début d'accueillir, mais Malte n'a jamais violé la Convention de Genève sur les réfugiés. Elle a toujours tenté d'accueillir dans des conditions plus ou moins confortables, c'est vrai, ça n'a pas toujours été facile. Les autorités étaient réticentes, mais il y a, comme partout en Europe et en Italie, ce qu'on appelle des centres d'accueil des réfugiés. Il a fallu améliorer. Au début, les conditions n'étaient pas très confortables. Malte a été critiquée, comme les autres États, pour les conditions d'accueil des réfugiés. Mais au-delà de cette hésitation initiale, on peut dire aussi que la société civile, également l'Église, s'est mobilisée pour tenter de venir en aide aux réfugiés. Et il y a des reportages qui montrent effectivement que des personnes ont tenté non seulement de les nourrir, il fallait de la nourriture pour ces étrangers, de les accueillir dignement, mais également parce que c'est l'obligation du règlement de Dublin qui oblige l'État d'accueil à essayer d'étudier les demandes d'asile de ces réfugiés. Pourquoi veulent-ils venir en Europe? Quels sont leurs problèmes? Pourquoi veulent-ils le statut de l'asile des réfugiés? Et donc, ils ont mis en place des équipes destinées à recueillir leurs souhaits pour voir s'ils sont éligibles, effectivement, à l'asile, soit à Malte, soit dans un autre pays de l'Union européenne. Et on a vu la société civile, des particuliers se mobiliser pour leur venir en aide. Et vous le disiez, l'Église aussi, qui, dans ce contexte difficile, qui reste mobilisée, comme nous l'explique le père Karl Skeri, qui est prêtre étudiant maltais à Paris. On l'écoute. La forte migration apporte aussi des grands défis pour l'île, étant un pays très, très petit avec une population assez grande par rapport à la surface. Oui, ça pose des défis. Mais pour moi, du point de vue chrétien, c'est une occasion. Dans le sens que c'est une manière concrète dont on pourrait vivre l'évangile, où les chrétiens peuvent devenir vraiment des chrétiens qui vivent leur foi. Les paroisses prennent des initiatives pour faciliter l'intégration de ces gens dans la société, de la communauté maltaise, mais ce sont des occasions pour impliquer toute la communauté. Alors c'est le cas, on l'entend, des chrétiens qui finalement agissent, des paroisses qui accueillent, malgré effectivement la situation démographique de Malte. Oui, tout à fait. 450 000 habitants, c'est un petit pays, n'était pas habitué à ce mélange des cultures. Mais je crois que les chrétiens et les paroisses ont entendu l'appel du pape, car le pape régulièrement lance un appel. Et c'est une voix qui compte, notamment, évidemment, dans le monde chrétien, mais aussi dans la société civile. Et donc, on voit, comme vient de le dire ce prêtre, une mobilisation des paroisses, mais qui sont également aidées par les particuliers et la société civile. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, un mot sur l'Église. On avait, nous, parlé dans une précédente édition de l'histoire du christianisme, l'histoire riche concernant Malte. On va s'intéresser un petit peu au visage de l'Église aujourd'hui. Alors, je le disais, la religion catholique est religion d'État. Qu'est-ce que ça implique, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est rare qu'on ait une religion d'État. On trouve ça au Maroc, en Tunisie, où l'islam est une religion d'État. Chez nous, il n'y a pas de religion d'État. Il y a la liberté de culte, mais il n'y a pas de religion d'État. C'est notre fameuse laïcité, n'est-ce pas? Et par contre, voilà, à Malte, c'est dans la Constitution, c'est le catholicisme et religion d'État. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'Église, sans s'immiscer naturellement dans le domaine politique, est quand même très présente sur les sujets de société. On peut faire une comparaison avec l'Irlande, si vous me permettez, où l'Église était très puissante, elle est toujours très puissante, beaucoup de pratiquants, vous l'avez dit, plus de 40% à Malte, donc les gens sont très pratiquants. Donc ils écoutent beaucoup l'Église, et le message qu'envoie l'Église est très important. Et naturellement, sur les sujets de société, cela peut provoquer quelques débats, parfois un peu contradictoires. Alors on sait qu'il y a quelques années, Malte a accepté le divorce 2011, en 2011. D'autres sujets tels que l'avortement suscitent quelques polémiques tout de même. Regardez qu'en Irlande, ce n'est que l'année dernière où on a voté pour autoriser l'avortement. L'Église est également présente dans les débats sur la procréation médicalement assistée, c'est important. Mais ce qui n'empêche pas la société d'évoluer globalement. Par exemple, même si l'Église a pu être hostile, le gouvernement a voté le mariage pour les personnes du même sexe en 2017. Et donc, par conséquent, l'Église, elle est constamment dans le dialogue. Elle est associée. Mais ce n'est pas parce que c'est religion d'État qu'elle va gouverner à la place du gouvernement, mais elle a un rôle important dans ces sujets de société et elle est très écoutée. Alors, vous parliez de débat. Est-ce que les chrétiens se mobilisent d'une façon ou d'une autre par le biais d'associations? Est-ce qu'il y a des manifs comme on a pu en voir chez nous en d'autres temps? Dites-nous, est-ce que les chrétiens laïcs aussi sont mobilisés? Oui, sur tous les sujets, mais ce ne sont pas des gens qui sont habitués à manifester comme chez nous, vous voyez. Mais la dernière manifestation qui a eu lieu, c'était une manifestation qui a rassemblé, et notamment parmi les chrétiens et la société civile, justement pour plus de transparence et moins de corruption dans la société. Ça montre bien que la société maltaise, et y compris les chrétiens et les laïcs, sont capables de se mobiliser lorsqu'au final, c'est l'avenir de ce pays qui est en cause. Alors, la religion catholique, donc, qui est largement majoritaire, autour de 98% de la population. Malte, comparativement aux autres pays européens, a encore une pratique religieuse forte. Dans une société, on l'entend, qui change. On écoute le père Skerry à nouveau. Une société qui est en train de se changer, mais en même temps, c'est une société qui garde cette forte tradition religieuse. Et je fais la distinction entre la foi et la religiosité. La religiosité reste très forte parce qu'elle est liée à la culture. Le cadre de la religiosité est beaucoup plus grand que le cadre de la foi. Et ce changement pose des défis pour l'Église. Ce que je souhaite, c'est que cette période de grand changement soit pour l'Église maltaise aussi une occasion pour envisager de nouveaux chemins et de trouver d'autres manières d'être Église dans le contexte maltais. Alors, comment est-ce que vous voulez expliquer cette pratique forte aujourd'hui dans une Europe qui se sécularise? Ils sont un petit peu une exception, là. Il y a l'Irlande aussi, peut-être? Oui, parce que c'est la tradition. C'est la tradition catholique, vous l'expliquiez en début d'émission. Qui subsiste. L'ordre de Malte aussi, des gens qui sont très intégrés, qui aident, qui vont au-devant de la société, qui participent au grand débat. La foi et la religiosité, c'est peut-être deux choses différentes, c'est pas toujours évident. On peut vivre sa foi, mais chacun est libre de finalement pratiquer sa religion comme il le souhaite, avec la pratique, la liberté de religion, naturellement, parce qu'il y a quand même d'autres religions à Malte. Et donc, il y a une forte tradition, mais comme dans les pays comme en Italie, finalement. L'Italie est très, très catholique également. Mais ça relève de la sphère, on va dire, privée. En Espagne également, une intégration, une discussion sur les problèmes de société qui relèvent d'une tradition séculaire qui remonte à loin. Et je crois que lorsqu'on parle effectivement de diminution du rôle de la religion, je crois qu'avant tout, ça relève de la sphère du privé et que beaucoup de chrétiens s'engagent sans dire pour autant qu'ils sont chrétiens.
Dernière question, quel défi vous voyez, vous, pour l'avenir de Malte? On voit bien qu'il y a un enjeu majeur en ce moment qui se joue sur la crédibilité du pays. À l'avenir, c'est peut-être même un avenir constitutionnel, car aujourd'hui, cette crise avec l'assassinat de cette journaliste d'investigation, c'est absolument insupportable. On n'avait pas vu ça dans ce pays, on l'a vu en Bulgarie où d'autres journalistes ont été assassinés, et par conséquent, c'est l'avenir du régime démocratique qui est en cause, la transparence, et aujourd'hui, il y a une exigence véritablement de mettre un terme à tous ces soupçons de corruption, et cela, si ce régime ne le règle pas rapidement, cela pourrait dégénérer et peut-être propulser au pouvoir des gens qui seraient un peu plus nationalistes et populistes. Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier pour cet éclairage sur Malte. On va bien sûr continuer à suivre la situation sur place. En Centrafrique, le 1er mai 2018, plusieurs fidèles et un prêtre étaient tués par une milice armée alors qu'ils participaient à une messe à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Bangui, située non loin du PK5, le quartier musulman de la capitale. 1 an et demi plus tard, si ce jour tragique reste gravé dans sa mémoire, le curé de la paroisse poursuit un lent travail de pacification entre chrétiens et musulmans. On écoute ses propos recueillis par Sibylle Delettre. Après l'homélie, pendant la prière universelle, on a commencé à entendre les tirs. Et les gens ont commencé à paniquer. J'ai vu une grenade qui tombait sur la foule. Le lendemain, moi-même, je me demandais pourquoi Dieu a permis pour que ça arrive. Pourquoi, en pleine messe. Je n'ai pas eu le courage d'aller sonner la cloche pour que les gens viennent pour la messe. On a fait la messe entre nous les prêtres. Il avait une fillette, 11-12 ans, c'est mon père. Pour moi, je souhaite connaître le baptême, malgré tout ça. J'aimerais mourir comme quelqu'un baptisé, donc j'aimerais qu'on ne change pas la date pour le baptême. Et ça m'a beaucoup touché, comment au niveau de la foi, au niveau de résilience, la communauté est tellement forte, essaie toujours de surmonter malgré tout ce qui passe. Donc, on a signé un accord de bon voisinage. L'imam était là, j'étais là aussi, on a signé. Mais on essaie plutôt de garder les contacts, pas formels, informels un peu, pour s'approcher. La paroisse donne le cours d'anglais et il y a des demandes de deux côtés, nos jeunes de la paroisse et la communauté musulmane aussi, les jeunes viennent pour les cours. Et il y a cette possibilité pour se rencontrer, pour parler. On parle. On étudie l'anglais, mais aussi on profite de se connaître et d'échanger un peu. C'est un événement rarissime dans ce pays où près de 90% de la population est musulmane. Une nouvelle paroisse catholique a été inaugurée au Bangladesh. Cela s'est passé le 24 novembre à la périphérie de Dhaka, la capitale bengali. Son curé y voit un signe positif, en particulier pour la coexistence entre les différentes religions. Cette nouvelle paroisse, inaugurée en la solennité du Christ roi, est dédiée à la divine miséricorde. L'événement attendu depuis 40 ans a mobilisé une grande partie de la communauté catholique du pays. Monseigneur Georges Kocheri, nonce apostolique au Bangladesh, ainsi que le cardinal des Rosarios, archevêque de Dhaka. Une vingtaine de prêtres et environ 900 fidèles étaient présents à la cérémonie. Des musulmans et des dignitaires d'autres religions se trouvaient aussi dans l'assemblée. Un ostensoir offert par le pape François a été remis à la nouvelle paroisse par le nonce apostolique. Le district de Gulshan, où se trouve cette nouvelle paroisse, compte de nombreux migrants. Les familles catholiques sont autour d'1 millier, pour la plupart des membres des tribus converties au christianisme et originaires de différentes régions du pays. Au Bangladesh, les chrétiens en majorité catholique représentent 0,3% des 160 millions d'habitants. Il s'agit du 3e pays à la plus grande majorité musulmane du monde, après l'Indonésie et le Pakistan. Et dans ce dialogue interreligieux à travers le monde, on revient sur une autre actualité. Depuis le document sur la fraternité humaine co-signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi en février dernier, les différents lieux de la pensée musulmane poursuivent leurs réflexions et leurs débats sur ce dialogue. C'est le cas du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes. Sa 6e édition s'est tenue les 9 et 10 décembre à Abu Dhabi, en présence de nombreux représentants du clergé musulman sunnite, de plus d'une centaine de
de pays, avec également d'importantes délégations chrétiennes et juives, mais aussi de quelques représentants des autres confessions musulmanes comme les chiites et les druzes. Une charte a été publiée à l'issue de cette rencontre. Alors, quel est le sens de cette étape? Nous avons posé la question au père libanais Fadi Daou, président de la fondation Adiane, qui œuvre auprès des chrétiens et des musulmans pour une construction commune du Liban. Des propos recueillis par Domitil Blanc. On travaille sur une charte de la citoyenneté inclusive de la diversité qui probablement prendra encore 1 an pour être annoncée. Et donc, ce texte aujourd'hui est une des pierres, en fait, qui construisent ce projet de reconnaissance de la citoyenneté et d'une citoyenneté inclusive de la diversité, et notamment par les pays à majorité musulmane. Et une fois on atteint ce seuil-là, je pense que ça sera vraiment une réalisation qui donne une autre dimension à la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que c'est une dimension concrète, politique et interreligieuse, quand on va reconnaître, signer une charte sur la citoyenneté inclusive de la diversité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. À très bientôt. Au revoir.